Bienvenue, chers auditeurs, pour une nouvelle enquête fascinante avec le célèbre Hercule Poirot. Nous aimerions savoir d'où nous écoutez-vous et quelle heure est-il chez vous en ce moment. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire. Alors, installez-vous bien et que le mystère commence. C'était un matin de printemps venteux à Torquay. Le ciel pâle avec une promesse de soleil qui ne s'était pas encore réalisée. Moi, le capitaine Arthur Hastings, j'étais assis en face d'Hercule Poirot, dans la salle de petit déjeuner modeste mais raffiné de l'Hôtel des Roses. L'établissement, bien que modeste, possédait un charme suranné qui semblait énormément plaire à la sensibilité particulière de mon ami. Il avait, affirme-t-il, choisi l'hôtel non pas pour la vue, même si la mer était à peine visible à travers les portes-fenêtres, mais pour la ponctualité du service du petit déjeuner. « Je trouve, mon ami, » dit Poirot, en beurrant son croissant, avec une précision exagérée, qu'en province, la vie a un certain ordre, un rythme, non? Et pourtant, il ne faut jamais sous-estimer la capacité de la nature humaine à perturber même l'arrangement le plus tranquille. J'ai haussé un sourcil. Je pensais que nous étions venus ici pour s'échapper perturbation. Il offrit un de ces sourires exaspérants et énigmatiques. Ah oui, mais les ennuis, ça s'ensuit, comme un chat à la crème. Personnellement, je m'ennuyais plutôt. L'air marin n'avait guère contribué à animer l'endroit, et il n'y avait qu'un nombre limité de promenades que l'on pouvait faire le long des sentiers des falaises, sans souhaiter une salle de billard décente, ou, à tout le moins, un meurtre. « Je dis, Poirot, marmonnai-je entre deux bouchées de pain grillé, tu ne supposes rien volonté, ça arrive ici, n'est-ce pas? Pas de disparitions étranges, pas de mort subite. » Poirot but une délicate gorgée de son chocolat et posa la tasse. « Ne tentons pas le destin, Hastings. Il a un sens de l'humour des plus particuliers. » À peine eut-il parlé que la porte de la salle du petit déjeuner s'ouvrit en grinçant et qu'une jeune femme, pâle et visiblement agitée, entra. Ses yeux balayèrent la pièce, puis se posèrent sur Poirot et se verrouillèrent. Mon compagnon soupira, ses doigts attrapant instinctivement sa serviette. « Voilà, » dit-il en se levant doucement de son siège. « Les ennuis arrivent, et elle a pris le train de bonne heure. La jeune femme s'est présentée comme étant Miss Clara Merrival, et même si elle ne semblait pas avoir plus de 23 ans, son sang-froid glissait déjà sous le poids de quelque chose de pressant et de non-dit. Poirot, avec sa courtoisie habituelle, lui offrit un siège et fit signe à un serveur de lui apporter du thé. « Je m'excuse de mon intrusion, » commença-t-elle, la voix tremblante. « Mais on m'a dit que vous restiez ici, monsieur Poirot, que vous étiez quelqu'un qui pouvait aider. » Poirot incline la tête. « Vous avez bien été informée, mademoiselle. Je suis Hercule Poirot, à votre service. Maintenant, procédons avec calme. Dites-moi ce qui vous met dans une telle détresse si tôt dans la journée. » Ses mains s'agitaient sur ses genoux. « C'est ma tante, Madame Eugénia Merrival. Elle est décédée ce matin, au petit déjeuner. » Je me déplaçai inconfortablement sur mon siège. Poirot, cependant, restait parfaitement immobile. « Je suis désolé, » dit-il doucement. « Une tragédie, en effet, mais je sens qu'il y a plus. » Clara hocha la tête, déglutissant difficilement. Ils disaient que c'était son cœur, la femme de chambre, le médecin. Ils en sont tous sûrs, mais je ne les crois pas. Tante Eugénia était forte. Elle n'avait aucune maladie à ma connaissance. Hier soir, elle m'a dit quelque chose. Elle a dit qu'elle allait changer son testament cette semaine pour exclure certains membres de sa famille. Et maintenant, elle est morte. » Poirot se pencha légèrement en avant, ses yeux gris perçants.
Une curieuse coïncidence, non? Et le plus étrange, continua-t-elle en baissant la voix, c'est que la tasse de café dans laquelle elle a bu, juste avant de s'effondrer, a disparu. Disparu, répétai-je. Oui, dit Clara. C'était là, puis ce n'était plus le cas. Et personne ne semble s'en soucier. Mais moi, si, je sais que quelque chose ne va pas. La moustache de Poirot se contracta. Ainsi, mademoiselle, dit-il lentement, vous m'apportez un mystère. Poirot escorta Clara dans un coin plus calme du salon, où il demanda au serveur de leur laisser de l'intimité. J'étais à la traîne, un cahier à la main, surtout par habitude, plutôt que par nécessité. J'avais déjà vu ce schéma auparavant. L'amadouage discret de détails, le dénouement d'une histoire qui commençait toujours par quelque chose de petit. Le récit de Clara était, au début, banal. Le petit déjeuner avait été servi à 8 heures précises, comme toujours. Madame Mérival était assise au bout de la longue table, comme elle le faisait toujours. Le café, servi par la femme de chambre, était versé d'un pot en argent dans sa tasse en porcelaine habituelle. C'est la bordure violette. Clara, assise au fond, n'avait rien remarqué d'inhabituel jusqu'à ce que sa tante soulève la tasse, en but une gorgée et la laisse presque immédiatement tomber. En quelques secondes, elle s'était effondrée, sans vie. Le médecin a dit qu'il s'agissait d'un problème cardiaque massif, murmura Clara. Il n'a même pas regardé la tasse à 2 fois. Mais je l'ai vue, elle était là. Je me souviens même de la tache sur la soucoupe. Et puis, plus tard, elle avait juste disparu. Poirot croisa les doigts. Est-ce que quelqu'un d'autre a bu du café dans cette cafetière? Oui, dit-elle. Francis, mon cousin, et Lydia, la nièce de ma tante. Mais ils ont été servis après elle. Y avait-il de la crème? Elle a pris son café noir, dit Clara fermement. Toujours. Elle a dit que la crème gâchait la saveur. Poirot hocha lentement la tête, une lueur passant sur son visage. Et pourtant, murmura-t-il, une tasse de café a disparu. J'ai froncé les sourcils. La femme de ménage vient sûrement de l'enlever. Non, Hastings, vous voyez, ce n'est pas qu'une tasse ait été retirée, c'est qu'elle a été retirée. Seulement un a été supprimé. C'est ce qui le rend si intéressant. Il se tourna vers Clara. Il est sage de suivre votre instinct, mademoiselle. Vous êtes tombée sur la bonne personne. Et même s'il souriait gentiment, je pouvais le dire à la lueur dans ses yeux. Il soupçonnait déjà bien plus qu'il ne le laissait entendre. Tandis que Clara finissait de raconter les événements de la matinée, Poirot se laissa tomber en arrière sur sa chaise, le bout de ses doigts pressés l'un contre l'autre dans cette petite pyramide méditative qu'il aimait tant former. Je connaissais bien ce geste. Cela signifiait qu'une roue invisible dans son esprit avait déjà commencé à tourner. « Mademoiselle, dit-il enfin, en inclinant doucement la tête, cette tasse à café, ce n'est pas seulement un objet qui manque, non. Décision. Quelqu'un l'a supprimée intentionnellement. » Clara parut légèrement surprise. « Tu veux dire, tu me crois ?»« Mais bien sûr, » a déclaré Poirot. « Vous voyez, les gens mentent souvent avec des mots, mais rarement avec des actes. Un objet disparu, une mort subite et un changement de volonté, tels sont les fils conducteurs, oui. Et Hercule Poirot, c'est lui qui tire les fils, un par un. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Nous ne tirons sûrement pas de conclusions hâtives, Poirot. La pauvre femme avait peut-être simplement un cœur faible, ce genre de choses. Fait ça arrive, tu sais. Poirot me lança un regard condescendant. Ah, mon cher Hastings, toujours croyant aux coïncidences, mais laissez-moi vous demander, à qui profite ce malheureux événement? Eh bien, dis-je, si le testament n'avait pas encore été modifié, alors je suppose que son héritier actuel, Francis, n'est-ce pas? Juste ainsi. Et si un nouveau testament devait être fait?
Alors les bénéficiaires seraient d'autres, peut-être la jeune femme assise devant nous. Le visage de Clara rougit. Je ne voulais pas suggérer. Poirot leva la main. Non, non, nous ne dénigrons rien, mais nous faire considérer toutes les possibilités. Et ceci, dit-il en plissant les yeux avec une sorte de joie privée, c'est une énigme que j'aimerais beaucoup examiner. Allons-nous rendre visite à Merivale House, Hastings? J'ai gémi. Voilà pour des vacances tranquilles à la mer. Plus tard, dans l'après-midi, après avoir convaincu Clara de les ramener à Merivale House, Poirot et moi nous sommes retrouvés dans la salle de petit déjeuner, ensoleillée du grand vieux domaine. L'air sentait légèrement le citron et la cire pour meubles, et la longue table à manger, sa surface luisante, portait encore l'impression de la sombre affaire de ce matin-là. Poirot arpentait lentement toute sa longueur, s'arrêtant de temps en temps pour inspecter une serviette ou toucher le bord d'un verre en cristal. Il arriva au bout de la table où Madame Merivale s'était assise lors de son dernier repas. Clara se tenait dans l'embrasure de la porte, les mains serrées. « C'était son siège », demanda doucement Poirot. « Oui, elle était toujours assise à la tête. Et sa tasse ? Partie, dit-elle. Ils l'ont vidée, mais je leur ai dit de laisser tout le reste. » Poirot examina les couverts restants avec un soin exagéré. Puis, tout à coup, il émit un petit son, mi-soupir, mi-clic de satisfaction. « Il y a une bague, dit-il. »« Une bague ?» J'ai fait écho. « Oui, un rond de café, une tache, ici, sur cette soucoupe. Mais ça n'appartient pas à ce tasse. Regardez, cette tasse est complètement sèche. Pourtant, c'est ici, sans aucun doute, la marque du liquide. » Il se tourna vers Clara. « Ta tante, dis-tu, a pris son café noir? Pas de lait, pas de sucre, toujours. » Les yeux de Poirot pétillèrent. « Alors dis-moi, pourquoi cette coupe a-t-elle la légère trace de crème en bas ?» J'ai regardé la soucoupe, ayant soudain l'impression d'être au milieu d'un tour de magicien. Poirot croisa les bras. « Quelqu'un, Hastings, a joué aux chaises musicales, avec tasse. C'était un après-midi frais lorsque nous sommes arrivés à Merivale House, une grande structure géorgienne nichée au sommet d'une colline basse qui surplombait les falaises de Torquay. Même si le terrain était impeccablement entretenu et la façade en pierre brillait au soleil, je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir l'impression que quelque chose de lourd était suspendu dans les airs, comme un rideau tiré fermement sur une scène avant l'acte final. Poirot, naturellement, remarqua tout en même temps. « Observez, Hastings, » dit-il en s'arrêtant pour observer les marches de l'entrée. « Il y a de la symétrie, de l'ordre, et pourtant, on sent la présence d'un malaise, n'est-ce pas ?» J'ai regardé la maison en plissant les yeux. J'ose dire que n'importe quelle maison où quelqu'un n'est de mort dans la salle du petit déjeuner pourrait donner cette impression. « Non, non, » dit-il en remuant le doigt. « C'est plus subtil que cela. Regardez les haies, taillées, certes, mais à la hâte. Les fenêtres, cirées, mais celle du deuxième étage à gauche n'a pas été ouverte depuis des jours. Dans une maison d'ordre, même un petit désordre révèle un inconfort. Un majordome, maigre et professionnellement sombre, a ouvert la porte avant que nous puissions frapper. « Monsieur Merivale est dans le salon, monsieur. Il a dit que vous seriez attendu. » Nous sommes entrés dans un couloir orné de peintures d'ancêtres au visage sévère. Le genre de gens, j'imaginais, qui souriaient rarement, à moins que quelqu'un ne meure et ne leur laisse de l'argent. Poirot bougeait silencieusement, ses yeux passant du vase au tapis, notant ce que je ne pouvais que supposer être des indices invisibles. « Oui, » murmura-t-il, « c'est une maison qui retient son souffle. » « Je vous demande pardon ?» Il s'est tourné vers moi avec un sourire rare. « Voyons, mon ami, si cela exhale la vérité ou la tromperie. » On nous a conduits dans le salon, un espace majestueux composé de meubles anciens,
et de lourds rideaux, où la famille immédiate et les autres résidents s'étaient rassemblés. Un plateau de thé intact était posé sur la table, offert, semblait-il, par routine plutôt que par confort. Francis Mérival se leva le premier pour nous saluer. Grand, soigné et dégageant un charme désinvolte qui confinait à l'arrogance, il serra la main de Poirot comme s'il souhaitait la bienvenue à un investisseur potentiel. « Francis Mérival, dit-il avec un demi-sourire, merci d'être venu. Clara a insisté, même si franchement, je ne vois pas à quoi ça servira de remuer de vieux fantômes. » Il prononça ces mots, comme quelqu'un contraint à ses bonnes manières, et j'aperçus le moindre coup d'œil vers une petite armoire près de l'âtre, peut-être là où une bouteille l'attendait pour l'apaiser plus tard. Poirot incline la tête. « Monsieur, je n'agite pas les fantômes, je cherche la vérité. Ce sont les vivants qui la cachent le mieux. » À côté de lui se tenait une femme dont l'expression aurait pu faire cailler du lait. Miss Lydia Pratt, une cousine du côté maternel, a-t-on appris plus tard. Elle nous accueillit avec la chaleur d'une éponge humide. « Ma tante a été enlevée par le Seigneur », dit-elle sur un ton qui impliquait qu'il aurait dû agir plus tôt. Toutes ces investigations sont inconvenantes. Clara a toujours été encline au drame. Poirot, imperturbable, s'inclina simplement. Même le théâtre, mademoiselle, peut être instructif. Le docteur Rupert Lane entra alors, un homme calme d'une quarantaine d'années, avec un pince-nez et les mains de quelqu'un qui passait plus de temps à écrire qu'à guérir. Il avait été le médecin privé d'Eugénia Mérival. « J'ai moi-même certifié le décès, » dit-il, comme s'il déposait un atout. Il n'y avait aucun signe de jeu déloyal. La moustache de Poirot se contracta. Même le plus grand magicien doit parfois admettre que sa main le trompe. À côté de la cheminée se tenait Madame Emilia Barnes, la gouvernante. Petite, au dos raide et farouchement alerte, elle dégageait le genre d'autorité tranquille qui pourrait inciter un homme adulte à vérifier la présence de boue dans ses bottes. Elle considérait Poirot avec méfiance, comme on le ferait pour un gentleman qui arrive avec un ruban à mesurer et pose trop de questions. « J'ai dirigé cette maison pendant 20 ans, » dit-elle catégoriquement. « Et s'il y avait du poison dans le café, je le saurais. » Poirot hocha doucement la tête. « Madame, je ne remets pas en question votre intégrité, seulement les actions des autres. » Enfin, il y avait le personnage le plus curieux de tous, le capitaine Archie Ravenhill, un grand gentleman aux tempes argentées, dont l'air militaire était juste un peu trop poli. Sa poignée de main était ferme, son sourire facile. « Je restais en tant qu'invité », a-t-il déclaré. « Vieil ami de la famille, pas de chance. Que s'est-il passé ? Mais j'ose dire que vous découvrirez que c'était juste la nature qui avait son mot à dire. » Poirot l'observa avec intérêt, puis se tourna vers moi et murmura « Il est calme, Hastings, aussi calme, comme l'œil du cyclone. » La salle du petit-déjeuner de Merival House était une pièce chaleureuse et ensoleillée, donnant sur le jardin arrière. Ses murs couleur miel et sa porcelaine fine lui donnaient un charme chaleureux, mais à mes yeux, peut-être aiguisé par l'influence de Poirot, il y subsistait un étrange froid, comme si quelque chose de sacré avait été violé. Poirot se tenait au centre de la pièce, regardant la longue table en chêne, comme s'il s'agissait de la scène de crime d'un vol d'œuvres d'art, plutôt que d'une mort subite. « C'est ici qu'elle était assise ?» il a demandé à la gouvernante. « Oui », confirma Madame Barnes, en désignant la chaise à haut dossier en tête. « Juste là. Les autres étaient assis sur les côtés, Miss Lydia à sa gauche, Monsieur Francis en face et Miss Clara au fond. »« Et le café ?» demanda Poirot, se dirigeant vers le pot argenté brillant sur le buffet. « Je l'ai préparé moi-même.
a déclaré Madame Barnes sur la défensive. Je le fais toujours. Je l'ai versé dans le pot, je l'ai placé sur le plateau, et Mary, la servante, l'a servi. Est-ce que tout a été versé dans le même pot? Bien sûr. Poirot se pencha en avant, étudiant les tasses et soucoupes brillantes, disposées comme si la tragédie de la matinée ne s'était jamais produite. Il prit une tasse en porcelaine, l'examina, puis la replaça avec une délicatesse inhabituelle. Puis il en prit un autre, en s'arrêtant légèrement. Celui-ci, dit-il en se tournant vers moi, sent légèrement le savon à la lavande. Le détectez-vous, Hastings? Je me suis penché et j'ai reniflé. Je suppose que oui. Poirot le replaça. Le parfum, mon ami, appartient à Clara. Elle utilise de la lavande, mais elle prétend s'être assise au fond. Alors pourquoi son parfum sur la tasse de ce fin? Madame Barnes fronça les sourcils. Nous avons ensuite nettoyé les tasses. Nous ne pouvions pas les laisser reposer toute la journée. Poirot hocha lentement la tête. Ah, ça explique la fraîcheur, mais pas l'absence. D'où vient la coupe que chaise? Madame Barnes cligna des yeux. Nous ne l'avons pas trouvé, monsieur. Il a dû être égaré. Égaré, murmura Poirot. Non, madame. Supprimé. Nous avons retrouvé Clara dans la véranda, tordant nerveusement ses gants sur ses genoux. Elle leva les yeux lorsque nous entrâmes, le visage pâle mais résolu. « Je savais qu'elle allait changer ça », a-t-elle déclaré. Elle me l'a dit elle-même hier soir. Elle était furieuse contre Francis et Lydia. Elle a dit qu'elle en avait assez d'usants paresseux et des pleurnicheries pieuses, ses paroles. « Et ce Nouveau Testament ?» demanda doucement Poirot. « Était-il écrit ?» Clara hocha la tête. Elle l'a rédigé avec M. Fennel, son avocat. Il en a apporté une copie, hier, mais elle voulait la relire avant de signer. Et où est ce document maintenant? Je ne sais pas. Sa voix tremblait. Il était dans le tiroir de son bureau, mais maintenant il n'est plus là. Poirot tapota ses doigts. C'est très curieux, mademoiselle. Un testament disparu, une tasse de café disparue. Ils disparaissent ensemble, peut-être. À ce moment, Francis entra, un verre à la main. Je continue à déterrer des fantômes, je vois. Peut-être pas des fantômes, dit Poirot, mais ceux qui voudraient avantage d'eux. Francis haussa un sourcil. Tu veux dire moi? Vous êtes l'héritier principal, selon le testament actuel, n'est-ce pas? Il sourit. Coupable des accusations portées contre moi. Tante Eugénia pensait que j'étais un gaspilleur, mais elle m'a tenu responsable. Elle aimait balancer son argent devant les gens. Je suppose que Clara vous a parlé du Nouveau Testament. Elle l'a fait. Eh bien, je ne l'ai pas vu. Je ne crois pas non plus qu'il existe. Vous ne croyez pas votre cousin? Demanda calmement Poirot. Je crois qu'elle le croit. Mais tante Eugénia aimait le drame. Elle a peut-être dit cela pour nous provoquer. Les yeux de Poirot se plissèrent. Tant de drames, et maintenant tant de morts. François haussa les épaules. L'argent fait ressortir le pire dans les familles, vous verrez. Oh, je l'ai déjà fait, murmura Poirot. Plus que vous ne le pensez, monsieur, alors que nous traversions le hall plus tard dans l'après-midi. Une légère odeur âcre nous envahit le nez. Du papier brûlé. La tête de Poirot se tourna brusquement vers le salon. « Quelque chose est en train d'être détruit, » dit-il en se dirigeant vers la porte. À l'intérieur, Lydia Pratt se tenait devant la cheminée, le visage rouge et la main légèrement tremblante, alors qu'elle tenait un tisonnier en argent. Des morceaux de papier brûlé flottaient dans la grille. « Ah !» dit doucement Poirot. « Un ménage de printemps. » Elle sursauta, surprise. C'était une lettre personnelle, rien qui puisse vous concerner. Brûler une lettre, mademoiselle, est toujours un motif de curiosité. J'ai dit que c'était personnel. Assèchement Lydia. Ancienne correspondance d'un prétendant. Cela m'a embarrassé. Je vois.
dit doucement Poirot, et se prétendant. Vous a-t-il suffisamment embarrassé pour tuer pour lui? Elle recula. Comment osais-toi? Poirot s'inclina. Mes excuses, mais une femme qui brûle son passé avec autant de ferveur doit cacher bien plus qu'une déception romantique. Hastings se pencha. Allons, Poirot, nous ne pouvons sûrement pas soupçonner. Mais Poirot leva la main. Les flammes, Hastings, elles sont très honnêtes. Elles révèlent ce que nous cachons. Lydia serra plus fort le tissonnier. Ma tante était une femme difficile, vindicative. Elle aimait nous tourmenter. Elle promettait de l'argent, puis menaçait de nous l'enlever. Je n'ai rien à cacher, sauf l'indignité d'être toujours amoureuse d'un imbécile. Même les imbéciles, murmura Poirot, peuvent écrire des lettres qui comptent. Nous l'avons laissé regarder la cheminée, les dernières saubraises vacillantes. Derrière nous, Poirot m'a murmuré. Mademoiselle Pratt brûle les preuves et clame la honte. Mais la honte est souvent le masque de la culpabilité. Souvenons-nous-en, Hastings. Je dis, marmonnai-je, pensez-vous tout le monde? Jusqu'à ce que je trouve celui-là, répondit-il doucement. Je soupçonne n'importe qui. Poirot et moi retournions dans le couloir est après le thé lorsqu'un mouvement en haut de l'escalier attira l'attention de Poirot. Une silhouette avait rapidement disparu de notre vue, trop vite. Curieux, marmonna Poirot. C'était le docteur Lane, venant de la direction de la salle du matin. Rien de suspect à cela, dis-je. Il s'est peut-être occupé de Clara. Après tout, elle est encore plutôt angoissée. Juste comme ça, dit Poirot. Enquêtons sur cette détresse. Nous avons trouvé Clara dans la salle du matin, les yeux cerclés de rouge, même si elle s'est rapidement calmée lorsque nous sommes entrés. Une lettre pliée gisait face contre terre, sur la table d'appoint, à côté d'elle. Les yeux de Poirot se tournèrent vers l'objet, puis vers les mains de Clara, dont l'une portait la légère tache d'encre résultant d'une manipulation récente. « Mademoiselle, » dit doucement Poirot, « vous pardonnerez mon intrusion, mais est-il possible que vous me cachiez quelque chose? Quelque chose de délicat ?» Elle détourna le regard. « Non, je... » Poirot s'approcha et, avec une infinie politesse, retourna la lettre. Il avait été abordé d'une main soignée. Mon très cher C. Hastings, qui s'était penché pour lire, siffla. Le docteur Lane n'est donc pas seulement le médecin de famille. Clara rougit profondément. Ce n'est pas ce que tu penses. Mais c'est quelque chose, dit Poirot. Mademoiselle, l'amour n'est pas un crime, mais les secrets, ils obscurcissent la vue. Elle a avoué, à contre-cœur. Nous nous connaissons depuis un moment. Ma tante aurait désapprouvé. Le docteur Lane m'a exhorté à ne pas la contrarier. Il voulait attendre que les choses se calment avant de rendre quoi que ce soit public. Poirot hocha la tête, et il était présent quand elle est morte. Le visage de Clara se crispa. Vous ne pensez pas qu'il a quelque chose à voir avec... Je pense, interrompit doucement Poirot, que les émotions sont de dangereux compagnons de l'argent et des motivations. Nous devons tout examiner, mademoiselle, avec soin et précision. Si le secret de Clara offrait une étincelle de motif, le fil suivant que Poirot tirait révélait un nœud beaucoup plus sombre. Nous avons trouvé le capitaine Ravenhill dans la bibliothèque, lisant un volume relié en cuir avec le genre de calme dont j'avais appris à me méfier. Il leva les yeux, sourit légèrement et ferma le livre. « Messieurs, dit-il, ont décidé d'interroger l'invité maintenant, n'est-ce pas ?»« Interroger? Mais non, » répondit Poirot en s'asseyant. « Nous sommes simplement curieux de connaître votre lien avec la famille Merival. »« Vieux amis, » dit Ravenhill doucement. « J'ai rencontré Francis à l'étranger, un peu un cercle de club, vous savez. » Poirot se tapota le menton du doigt. « Oui, c'est ce que je pensais.
Et pourtant, lorsque je me suis renseigné discrètement, je n'ai trouvé aucune trace d'un capitaine Ravenhill associé aux forces armées de Sa Majesté au cours des 10 dernières années. L'air de la pièce changea. Le sourire de Ravenhill s'effaça légèrement. J'ai pris une retraite anticipée. Scandale mineur. Dossier mal classé, peut-être. La moustache de Poirot se contracta. Ah oui, des scandales, si souvent mal classés, surtout quand ils concernent la finance. Signification? Poirot se leva. Vous vous appeliez autrefois Aldous Hartridge, n'est-ce pas? Un investisseur, un chimiste de formation. Et vous avez connu Francis Merrival en Inde, jusqu'à ce que votre entreprise s'effondre sous des soupçons de fraude. Francis est sorti indemne. Vous ne l'avez pas fait. L'expression de Ravenhill se durcit. C'était il y a longtemps. Et pourtant, vous apparaissez ici, au moment même où Eugénia Merrival s'apprête à réécrire son testament. Elle m'a invité. L'a-t-elle fait? Poirot pencha la tête. Ou est-ce que quelqu'un d'autre l'a suggéré? Quelqu'un qui savait qu'un changement allait arriver et qui avait besoin de temps pour intervenir. Ravenhill eut un bref rire. Vous avez une imagination débordante, monsieur Poirot. Poirot se pencha plus près. Et toi, mon capitaine, tu as des secrets comme de la poussière dans une vieille malle. Mais moi, Hercule Poirot, je suis très doué pour le ménage. Il était presque le crépuscule lorsque Poirot demanda une dernière faveur à Clara. « Mademoiselle, dit-il, j'ai besoin des vêtements que vous portiez au petit déjeuner, en particulier le chemisier. » Clara était confuse, mais elle obéit et revint avec le vêtement plié. Poirot le leva délicatement, puis renifla le tissu près de la manche. Il sourit légèrement, puis fouilla dans sa poche et en sortit une fiole en verre. « Qu'est-ce que c'est ?» j'ai demandé. « Un réactif, Hastings, pour détecter certains alcaloïdes. » Il déboucha le flacon, déposa une seule goutte sur une légère tache sur le brassard de Clara et attendit. En quelques instants, une teinte bleuâtre se répandit sur le tissu. Clara haleta. « Qu'est-ce que cela signifie ?»« Cela signifie, dit gravement Poirot, que votre tasse, celle-là, toi Budeux, contenait des traces de chloral hydraté. »« De la poudre pour dormir ?» dis-je, abasourdi. « Mais pourquoi ?» Poirot regarda Clara. « Vous êtes-vous senti fatiguée après le petit déjeuner ?» Elle hocha lentement la tête. « Maintenant que vous en parlez, je me sentais inhabituellement somnolente avant que la nouvelle de l'effondrement de tante Eugénia ne me réveille. » Poirot se tourna vers moi. « Quelqu'un a tenté de droguer mademoiselle. Si la dose avait été plus élevée, elle aurait pu perdre complètement connaissance. Mais la dose était destinée à elle, dis-je, prenant conscience. Ensuite, l'abeille, les tasses ont été échangées. » Poirot hocha la tête, juste ainsi. La coupe empoisonnée destinée à Clara a été donnée à Eugénia. Une erreur, peut-être causée par la servante, qui a servi sans connaître le danger. Clara tremblait maintenant. « Vous dites que j'étais censé mourir. » La voix de Poirot s'adoucit. C'est ce que suggèrent les faits. « Mais pourquoi? Qui voudrait me tuer ?» Poirot fit une pause. « Mademoiselle, vous êtes jeune, idéaliste, et souhaitiez vendre le domaine, et faire un don à des causes jugées frivoles par votre tante. Si vous héritiez, certaines personnes risquaient de perdre le contrôle ou d'être dénoncées. » Il s'est tourné vers moi. « Vous voyez, Hastings, ce n'est pas le poison qui révèle le tueur, mais le victime prévu. » Il était tard, le lendemain matin, lorsque Poirot entreprit sa promenade méthodique, un terme que j'avais fini par reconnaître comme un code pour ce qu'il voulait réellement. Une guerre psychologique dans des chaussures en cuir verni. Nous avons commencé avec Miss Lydia Pratt,
Elle était assise rigidement dans le salon bleu, ses mains gantées, posées sur une Bible fermée. Poirot la salua comme si elle était une vieille amie. « Mademoiselle, pardonnez l'intrusion, » dit-il en s'installant sur une chaise proche. Mais parfois, la vérité ne se cache pas dans les faits, mais dans les sentiments. Les lèvres de Lydia se sont amincies. « J'ai déjà dit tout ce que je savais. » « Ah, mais ce que tu sais n'est pas toujours ce que tu admets, non. » Il désigna la cheminée. « Brûler le passé, un acte de finalité, oui, ou de la culpabilité. » Ses yeux se plissèrent. « Je te l'ai dit, c'était personnel, rien de plus. » Poirot n'insista pas. Au lieu de cela, il se pencha. « Dites-moi, Miss Pratt, votre tante, était-elle une femme facile à pardonner ?» La mâchoire de Lydia se serra. Elle avait de la rancune et du pouvoir, dangereux entre de mauvaises mains. Poirot incline la tête. « Merci, mademoiselle. » Il se dirigea vers madame Barnes, la gouvernante, qui époussetait les rampes avec une sorte de dignité têtue. « Dites-moi, madame, » demanda-t-il, qui avait accès au service du petit déjeuner ce matin-là. Elle fit une pause. « Juste moi et Marie, la servante. Personne d'autre? Pas à moins que quelqu'un arrive plus tôt, ce qui serait inhabituel. » Poirot fit un petit signe de tête, notant quelque chose dans son petit livre. Enfin, le docteur Lane. L'homme était assis dans le bureau, feuilletant des revues médicales qui ne l'intéressaient probablement pas à ce moment-là. « Vous étiez au courant de la relation avec Miss Clara ?» demanda Poirot sans cérémonie. Le docteur Lane eut un sourire crispé. « Nous sommes tous les deux adultes. » « Mais la discrétion était nécessaire, » dit doucement Poirot. « Car si vos affections étaient connues, avant que l'héritage ne soit assuré... » « Je n'ai tué personne, » dit rapidement le médecin. « Ah, » dit Poirot en se levant. « Mais tu admets que tu avais quelque chose à gagner. » En partant, je me suis penché vers lui. « Vous jouez à des jeux avec eux. » « Mais non, Hastings, je ne joue à aucun jeu. J'écoute. Et ils en disent long. » À midi, la maison ressemblait à une bouilloire proche de l'ébullition. Poirot avait demandé à tout le monde de rester sur place, ce qui, combiné à ses observations discrètes, suffisait à perturber même les plus calmes d'entre eux. Nous sommes tombés sur une scène dans la bibliothèque. Francis faisait les 100 pas près de la cheminée, un verre à la main. Lydia se tenait au fond, les bras croisés. L'air crépitait. « Alors tu as parlé à Lane dans mon dos, » rétorqua Francis. Lydia parut scandalisée. « Ne sois pas absurde. »« Oh, vraiment ?» Il a continué. « Tu as toujours aimé t'en mêler. Peut-être que tu connaissais le Nouveau Testament avant moi. »« Je n'ai su ce que Clara m'a dit qu'après coup, » a-t-elle déclaré. « Et franchement, si vous n'aviez pas joué jusqu'à vous endetter, peut-être que tante Eugénia ne vous aurait pas exclu. » Les yeux de Francis brillèrent. « Tu penses que j'avais tellement besoin d'argent. Vous avez besoin de quelque chose pour vous maintenir à flot. Tout le monde sait que vos actions dans le transport maritime se sont effondrées. » J'ai chuchoté à Poirot. « Devrions-nous intervenir ?» Mais il secoua la tête. « Non, laissez la marmite mijoter. Cela aide l'écume à monter. » Le docteur Lane entra juste à temps pour recevoir un nouveau barrage. « Et toi ?» aboya Francis en se tournant vers le médecin. « Vous étiez plus proche de tante Eugénia que vous ne le laissiez croire. » Il lui murmure toujours à l'oreille. « J'étais son médecin, » répondit Lane d'un ton neutre. « Et son ami, ou son manipulateur. C'est riche venant d'un homme qui traite le chagrin comme une opportunité commerciale. » Lydia regarda entre eux. « Cela ne nous mène nulle part. » Poirot s'avança finalement. « Au contraire, » dit-il calmement, « cela nous en apprend beaucoup. » Ils se tournèrent vers lui. « Vous êtes tellement sûr que l'autre est coupable, » a-t-il poursuivi, « qu'aucun de vous ne voit le défaut.
La culpabilité crie rarement, elle se cache, elle attend, et elle sourit poliment. J'ai marmonné dans ma barbe, cela ressemble à tous. Poirot m'a fait un sourire énigmatique. Juste comme ça, Hastings, juste comme ça. Pendant que les autres fulminaient et accusaient, le capitaine Archie Ravenhill restait curieusement à l'écart. Il déambulait dans les allées du jardin avec la sérénité d'un homme en vacances, apparemment au-dessus de la mêlée. Poirot décida qu'il était temps de lui parler à nouveau. Nous l'avons trouvé près du treillis de roses, regardant le ciel. Il nous a regardés, imperturbables. « Beau temps, dit-il. On oublierait presque qu'il y a un meurtrier dans les parages. Ou peut-être que ça fait un plus confortable, dit Poirot, d'oublier. » Ravenhill rit. « Je suppose que c'est la partie où vous poussez et poussez. Pas de prod, monsieur. Peller, comme un oignon. » « Continuez alors, dit Ravenhill, en croisant les bras. Commença doucement Poirot. Vous prétendez avoir été en train de vous promener au moment du petit déjeuner. Quelqu'un peut-il le confirmer? Pas à moins que les oiseaux parlent, répondit Ravenhill. Je marche tôt, je l'ai toujours fait. Poirot eut un sourire poli. Comme c'est pratique. Et quand êtes-vous revenu? Peu de temps après le début de l'agitation, j'ai entendu les cris. Et pourtant, dit Poirot, vous sembliez curieusement calme, pour un homme dont l'hôtesse venait de s'effondrer et de mourir. J'ai vu pire, dit Ravenhill avec douceur. La guerre, monsieur Poirot, vous apprend à rester calme. Peut-être, réfléchit Poirot, mais la guerre apprend aussi à planifier et à s'adapter, surtout si l'on a une formation en chimie. La mâchoire de Ravenhill se contracta légèrement. Vous avez fait vos devoirs. Mais bien sûr, et je trouve votre présence ici fascinante. Vous arrivez à l'improviste, vous parlez peu du passé, et pourtant, votre passé n'est pas silencieux. J'ai fait la paix avec ça. Poirot s'inclina légèrement. Vraiment? Alors peut-être pourrez-vous expliquer pourquoi vous avez demandé à rester ici, quelques jours seulement, après que la nouvelle se soit répandue, selon laquelle Madame Merival avait l'intention de réécrire son testament. Ravenhill plissa les yeux. Je lui devais une visite, c'est tout. Poirot l'observa. Capitaine, vous marchez comme un soldat, parlez comme un gentleman, mais mentez comme un chimiste, avec une précision minutieuse et mesurée. J'ai failli tousser. Ravenhill sourit à nouveau, plus froid cette fois. Tu es un homme intelligent, Poirot, mais parfois les hommes intelligents réfléchissent trop. Poirot leva son chapeau. Et parfois, les hommes intelligents savent quand une tempête fait semblant d'être calme. Alors que nous retournions vers la maison, j'ai demandé. Pensez-vous qu'il l'a fait? Poirot jeta un coup d'œil au capitaine, par-dessus son épaule. Il marche sans tension. Cela, Hastings, est une tension déguisée. Ce soir-là, Poirot rassembla la maisonnée dans la salle du petit déjeuner. La même longue table d'enchêne se tenait devant nous, débarrassée à l'exception d'un ensemble de tasses et de soucoupes dépareillées, que Poirot avait lui-même disposées. « Mes amis, commença-t-il, nous allons faire une petite reconstruction. Vous prendrez chacun votre place, exactement comme vous l'avez fait le matin de la mort de Madame Merival. » La famille obéit, mais avec quelques grognements. Lydia était assise à gauche du fauteuil principal, François à droite, Clara au fond. Ravenhill s'appuya contre le mur, affirmant encore une fois qu'il n'était pas présent. Poirot marchait lentement derrière eux, les mains jointes derrière le dos. « Madame Barnes » appela-t-il, et la gouvernante s'avança. « Veuillez démontrer le service du café. » Elle hésita, puis commença à bouger autour de la table, mimant le geste. « Ah !» dit Poirot, l'arrêtant près de Clara. « Vous avez versé de ce côté, n'est-ce pas? Et dans cet ordre ?» Elle hocha la tête.
Madame Mérival d'abord, bien sûr, puis Miss Lydia, Monsieur Francis, et enfin Miss Clara. Et pourtant, a déclaré Poirot, selon Miss Clara, sa tasse était déjà pleine lorsqu'elle s'est assise. Barnes cligna des yeux. Elle avait dû se tromper. Clara fronça les sourcils. Je m'en souviens clairement. Ma tasse était déjà remplie, fumante. Poirot se tourna vers moi. « Hastings, qu'est-ce que cela nous dit ?» J'ai haussé les épaules. « Que quelqu'un a versé le café plus tôt. »« Oui, quelqu'un qui voulait qu'une tasse aille dans une personne en particulier. Mais la coupe ne lui est pas parvenue. » Il se dirigea vers le siège de Clara. La coupe de mademoiselle, qui lui était destinée, a été enlevée, et une autre donnée à la place. Lydia renifla. « Vous pensez que quelqu'un a empoisonné Claire ?» Poirot ne dit rien, mais je pouvais dire qu'il n'avait pas rejeté l'idée. Il murmura simplement. « Le café a trahi le plan. Mais qui a élaboré le plan ?» Et sur ce, il quitta la pièce, laissant derrière lui la table et ses fantômes. C'est plus tard dans la soirée que je l'ai finalement confronté. Poirot était perché dans sa chambre, cirant ses chaussures en cuir verni, avec le soin d'un bijoutier inspectant les diamants. Le clair de lune provenant de la fenêtre faisait briller sa moustache comme un poignard. « Je dis, Poirot, commençai-je, est-ce que tu vas un jour me dire à quoi tu joues ?» Il leva les yeux avec un léger amusement. « Commentaire, Hastings, vous n'êtes pas satisfait. »« Je suis déconcerté, » j'ai dit. « Vous avez interrogé tout le monde, parcouru les jardins, reniflé des tasses de café, et maintenant vous organisez des petits déjeuners comme un maître d'hôtel. Pendant ce temps, Clara est à moitié convaincue que quelqu'un essaie de la tuer. Francis est à un verre de la folie, et Lydia regarde toujours tout le monde comme s'ils avaient offensé Dieu. » Poirot sourit. « Vous oubliez le docteur et le capitaine. »« Oh, je ne l'ai pas fait, » dis-je. « Le docteur est glissant comme une anguille, et le capitaine pourrait aussi bien avoir une cible sur le dos. Et pourtant, vous n'avez porté aucune accusation. Vous n'avez montré aucune preuve. » Il se leva et posa la brosse à chaussures. « Hastings, mon ami, vous souhaitez avoir la réponse avant que l'énigme ne soit terminée. Mais laissez-moi vous proposer une réflexion. Lorsqu'un crime se produit, la vérité se cache à la vue de tous. L'astuce est de la voir sans déguisement. Cela ne sert à rien. Non? Mais je vous donne ceci. Bientôt, le rideau se lèvera. » J'ai soupiré et me suis affalé sur une chaise. Eh bien, j'espère que le public ne commencera pas à jeter des fruits. Le lendemain matin, Poirot a invité Francis à le rejoindre pour une promenade autour du domaine. J'ai suivi, même si je sentais que Poirot voulait de l'intimité. Pourtant, j'étais déterminé à ne pas être laissé de côté. Ils marchèrent en silence pendant un moment, avant que Poirot ne parle. « Monsieur Mérival, dit-il, vous avez été très coopératif, non? Et pourtant, il y a des choses que vous n'avez pas dites. » Francis eut un petit rire sec. « Laisse-moi deviner. Tu penses que j'ai quelque chose à voir avec la mort de tante Eugénia. »« Je pense, dit Poirot, que vous possédez des connaissances que vous n'avez pas partagées. Parlons du capitaine Ravenhill. » François se raidit. « Et lui? Vous l'avez rencontré à l'étranger, en Inde, pour être précis. Vous étiez jeune, ambitieux. Lui, plus âgé, plus expérimenté. Vous avez investi ensemble. » Francis s'arrêta de marcher. « C'est de l'histoire ancienne. Ah, mais l'histoire, monsieur, a une curieuse façon de se répéter, surtout quand il s'agit d'argent. » Francis n'a rien dit, mais j'ai remarqué que ses mains s'étaient serrées. Poirot poursuivit. « Vous étiez presque ruiné, n'est-ce pas? Un investissement raté. Vous êtes rentré en Angleterre avec à peine plus que des dettes. Votre réputation a été sauvée, mais à peine. » François détourna le regard. «
Il a pris la chute. Ravenhill, c'était pratique. Le ton de Poirot était doux. Et maintenant, il revient, sous un nouveau nom, une nouvelle vie, juste au moment où ta tante réécrit son testament. Coïncidence, marmonna Francis. Non, monsieur, stratégie. Il détient votre secret, peut-être même du chantage. Le visage de Francis pâlit. Il n'a pas demandé d'argent, pour l'instant. Peut-être qu'il n'en avait pas besoin. Peut-être que son silence valait plus, si vous restiez l'héritier. Est-ce que vous m'accusez de... Poirot leva la main. Je n'accuse personne. Je rassemble seulement des faits. Et le fait est que votre passé avec Ravenhill vous lie plus étroitement que vous ne l'admettez. François ne dit rien de plus. Alors que nous retournions vers la maison, Poirot m'a murmuré « Des secrets, Hastings, ils sont comme de la mauvaise herbe. Quand l'une pousse, d'autres suivent. » Nous avons trouvé Miss Lydia Pratt seule dans la salle du matin, les mains fermement jointes sur ses genoux, la posture droite et provocante. Mais il y avait un tremblement dans sa mâchoire, un léger tic qui suggérait que les nerfs étaient tendus à leur limite. Poirot, toujours un gentleman, s'approcha avec une douceur délibérée. « Mademoiselle, commença-t-il, je viens non pas avec jugement, mais avec inquiétude. Il y a quelque chose que vous cachez, oui. » Elle détourna le regard. « Tu m'as déjà accusé une fois. Que veux-tu de plus ?»« Je veux seulement la vérité, » a-t-il déclaré. « Pas pour des commérages, pas pour du drame, mais pour plus de clarté. Vous avez brûlé une lettre, vous niez sa pertinence, et pourtant, vous tremblez comme un arbre sous un vent fort. » Ses yeux brillèrent. « Tu ne comprendrais pas. »« Essayez-moi, » dit simplement Poirot. Il y eut une longue pause, puis sa voix, plus calme maintenant, presque inaudible. « Quand j'avais 19 ans, je me suis enfui. » Hastings faillit s'étouffer avec son souffle. « J'avoue, j'ai été surpris. » Lydia a continué. « Avec un homme beaucoup plus âgé. Il m'a promis le monde et ne m'a laissé que de la honte. Je suis revenu chez Eugénia un an plus tard, enceinte, déshonorée et sans le sou. » Poirot ne dit rien. « Elle a arrangé des choses, » murmura Lydia. Tranquillement, j'ai payé mon silence. Et en retour, je suis resté consciencieux, obéissant. J'ai brûlé la lettre parce qu'elle venait de lui après toutes ces années. Une faible tentative de s'excuser. Et quelqu'un, dit lentement Poirot, utilise ce passé contre toi. Lydia hocha la tête avec raideur. J'ai trouvé il y a 2 jours une note non signée. Elle disait « Votre secret n'est pas enterré. Soyez reconnaissant, la volonté reste inchangée. » Poirot pencha la tête. « Donc votre loyauté envers Eugénia n'était pas de l'affection, mais de la peur. Cela change beaucoup. » « Je ne l'ai pas tué, » dit sèchement Lydia. « Non, » dit doucement Poirot. « Mais vous avez peut-être protégé quelqu'un qui l'a fait. » Après la tension des aveux de Lydia, Poirot retourna seul dans la salle du petit déjeuner. Je l'ai suivi tranquillement, un cahier à la main, même si je savais qu'il valait mieux ne pas l'interrompre pendant l'un de ses rituels de réflexion. Il se tenait au bout de la table et regardait le service en porcelaine, encore disposé de la reconstruction de la veille. « Dis-moi, Hastings, » dit-il enfin, « pourquoi un homme prend-il du sucre, un autre de la crème, et un autre encore rien du tout ?»« Habitude ?» j'ai proposé. « Oui, l'habitude, la plus puissante des routines humaines, c'est l'empreinte digitale de l'âme. » J'ai haussé un sourcil. « Tu deviens poétique maintenant. » Poirot sourit. « Peut-être, mais réfléchissez. Madame Mérival prenait toujours son café noir. Pas de crème, pas de sucre, jamais. Tout le monde le savait. »« Je suppose que oui. »« Non, » corrigea Théil. « Toi supposais donc, mais je demande, qui vraiment savait ?»
J'ai froncé les sourcils. Eh bien, la femme de chambre, peut-être, Madame Barnes, Clara, probablement les autres. Les yeux de Poirot se plissèrent. Non, la femme de chambre, trop nouvelle. Madame Barnes, oui. Clara, bien sûr. Mais qu'en est-il de Ravenhill ou du Dr Lane? J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée. Exactement, dit Poirot. Et pourtant, la coupe empoisonnée avait crème. Cela veut dire que c'était pas destiné à Madame Merival. Mais et si c'était une erreur? Ah, mais le correct la tasse a disparu, non? Et qu'en pensons-nous? J'ai hésité. Quelqu'un censé pour qu'une personne spécifique boive la tasse contaminée. Mais elle a été échangée. Maintenant, vous voyez, ce n'était pas un acte aléatoire, c'était précis, délibéré, intentionnel, et la seule personne qui pourrait commettre une telle erreur est celle qui pensait, il savait comment. Madame prenait son café, mais en vérité non. Poirot se pencha au-dessus de la table, tapotant une tasse du bout du doigt. Les motivations sont comme des cuillères, tout le monde en a une à table, mais le comportement... Ah, le comportement révèle le chef. J'ai cligné des yeux. C'est plutôt énigmatique. Poirot sourit. Bien, ça devrait l'être. Plus tard dans la nuit, après que la maison se soit retirée, j'ai trouvé Poirot, penché sur le bureau de sa chambre, gribouillant avec cette élégance particulière que lui seul pouvait manier. « Qu'est-ce que c'est ?» j'ai demandé. « Un télégramme », dit-il sans lever les yeux. « À mon collègue le docteur Marchand, un chimiste analytique très estimé à Londres. »« Concernant ?»« Un complexe », répondit Poirot. « Rare, légèrement amer, se dissout bien dans les liquides, pas mortel en soi, mais lorsqu'il est combiné avec de l'hydrate de chloral. » Il a scellé l'enveloppe et me l'a tendue. Veillez à ce qu'il parvienne au postier dès le matin. Et vous pensez que ce composé mystérieux a été utilisé? Non, pense Hastings, je merveille. Il y a une différence. La réflexion vient plus tard. Mais je me demande... Ah, c'est comme ça qu'on découvre. J'ai regardé le nom qu'il avait écrit. Digitaline. Ligne numérique? J'ai fait écho. Est-ce que ça ne vient pas de la digitale? Très bien, dit-il, content. Vous avez lu. Je parcours les pages médicales. Poirot rit. La digitaline, lorsqu'elle est associée à un sédatif, peut imiter une insuffisance cardiaque avec une subtilité exquise. Ce n'est pas un meurtre qui crie, mais qui chuchote. Et vous soupçonnez... Il leva un doigt. Patience, mon ami. La chimie n'est pas la réponse. C'est seulement l'écho. Il faut d'abord connaître l'intention. Ensuite, la méthode devient claire. J'ai hoché la tête, non sans scepticisme. Et vous pensez que Marchand peut le confirmer? Si le composé a été utilisé, dit Poirot en éteignant la lampe, il le saura. Et quand il le fera, nous le saurons aussi. C'était juste après le thé que Poirot déclara, avec un flair théâtral indubitable, qu'il souhaitait rassembler tout le monde dans le salon à 6 heures précises. L'atmosphère dans la maison a sensiblement changé. On le sentait dans les voix coupées, les regards échangés, les pas précipités dans l'escalier. Lorsque l'heure fixée sonna, nous entrâmes dans le salon, où les suspects, tous tendus de nerfs, étaient déjà rassemblés. Lydia était assise près de la cheminée, les mains étroitement jointes. Francis s'appuya contre le meuble à boisson, buvant son 3e scotch de l'après-midi. Le docteur Lane se tenait près de la fenêtre et regardait dehors avec un détachement professionnel. Clara était assise rigidement sur le bord d'une chaise, le visage pâle mais posé. Et le capitaine Ravenhill, toujours un modèle de calme, se prélassait contre la cheminée comme s'il attendait le début d'une partie de whist. Poirot entra le dernier, son pas délibéré, sa présence imposante. Dans une main,
Il tenait un petit objet brillant, une cuillère à café en argent. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, je vous remercie de votre présence. Vous êtes sans doute curieux. Vous vous demandez pourquoi je vous ai convoqué, n'est-ce pas ?» Francis marmonna quelque chose dans sa barbe, mais Poirot continua, sans se soucier. « Ce matin, dit-il, j'ai reçu un télégramme de mon collègue de Londres, chimiste de grande renommée. Son analyse a confirmé ce que je soupçonnais, que la mort de Madame Mérival n'était pas le résultat de causes naturelles, mais d'une très intelligent empoisonnement. Une vague de malaise parcourut la pièce. La voix de Poirot baissa d'1 octave. Une combinaison de chloral hydraté et digitaline, administrée dans du café, a provoqué une insuffisance cardiaque si subtile que même le bon médecin ne l'a pas remise en question. Le docteur Lane se raidit, mais ne dit rien. Poirot leva la cuillère. C'était l'outil, mais qui l'utilisait? Et plus important encore, pourquoi? Il regarda chaque visage tour à tour. Il est temps, mes amis, de connaître la vérité. Poirot posa délicatement la cuillère en argent sur la cheminée. « Commençons par le début, a-t-il déclaré. Le crime n'était pas un crime passionnel, ni même un crime d'opportunité. C'était un crime calculé. » Il se dirigea vers le centre de la pièce. L'hydrate de chloral, comme beaucoup d'entre vous le savent, est un sédatif. La digitaline, dérivée de la digitale, est une toxine cardiaque. Séparément, chacun peut être dangereux. Ensemble, fatalement synergiques. Il se tourna vers le docteur Lane. « Dites-moi, docteur, avez-vous goûté de l'amertume dans la laine de Madame Mérival ?» Le docteur Lane cligna des yeux. « Je n'ai pas pensé à vérifier. »« Non, » dit Poirot avec une légère déception. « Mais je l'ai fait, et mon pharmacien a confirmé ce que je soupçonnais. » Il se dirigea vers le comptoir à boissons, où se tenait Francis, visiblement pâle. Le poison était administré via le café, noir, sans sucre, sans crème. Mais quand j'ai examiné les tasses, j'ai trouvé des traces de crème dans celui que nous croyons être celui de Madame Mérival. Lydia fronça les sourcils. « Mais jamais j'ai pris de la crème. »« Exact !» s'exclama Poirot. « Et c'est là que réside le nœud du problème. La coupe empoisonnée, celle avec de la crème, n'était pas destinée à Madame Mérival. Quelqu'un l'a versée pour une autre personne, mais à cause d'un changement imprévu, il s'est retrouvé entre ses mains. Un halètement s'échappa des lèvres de Clara. Poirot hocha solennellement la tête. « Vous voyez, le mélange fatal n'a jamais été destiné aux défunts. » Il se remit à faire les 100 pas. Cela exigeait des connaissances, non seulement en chimie, mais en habitudes humaines. Le tueur a supposé que Madame Mérival serait assise, comme toujours, en bout de table, qu'elle recevrait la première portion, et que sa nièce, Clara, qui prenait toujours crème, recevrait le sien en dernier. Le capitaine Ravenhill bougea légèrement. Poirot l'a vu. « Mais le destin, dit-il doucement, est une maîtresse espiègle, la servante, peut-être troublée, ou simplement inattentive, a inversé l'ordre. La coupe destinée à Clara est allée à Eugénia. Le sédatif destiné à faire taire est devenu une arme qui a tué. » Il fit une pause, laissant le poids du moment s'installer dans la pièce. « Et donc, mes amis, nous ne demandons pas comment elle est morte. Nous demandons pour qui le poison était vraiment prévu. » Le silence qui suivit la dernière phrase de Poirot fut assourdissant. Les mains de Clara agrippèrent les accoudoirs de sa chaise. « Vous dites que j'étais censé mourir. » Poirot se tourna doucement vers elle. « Oui, mademoiselle, c'était le plan. »« Mais pourquoi ?» murmura-t-elle. « Le motif, comme toujours, est multiple, » a déclaré Poirot. « Vous deviez tout hériter en vertu du Nouveau Testament. Vous aviez des projets pour la succession, des projets
qui n'incluait pas le maintien de l'héritage familial. Vous alliez vendre la propriété et donner une grande partie de l'argent à des causes caritatives. Je ne l'ai dit à personne d'autre qu'à tante Eugénia, dit-elle, la voix tremblante. Et pourtant, dit Poirot, quelqu'un savait, quelqu'un qui craignait d'être exposé, quelqu'un avec des secrets. Il se tourna vers le capitaine Ravenhill. « Vous, monsieur, n'étiez pas simplement un invité. Vous êtes venu sous de faux prétextes, sous un faux nom. Vous aviez une histoire avec Francis, une histoire qui pourrait s'avérer gênante si elle était révélée. » Ravenhill haussa un sourcil. Théorie intéressante. Poirot ne sourit pas. Vous saviez que si Clara héritait, elle fouillerait dans les finances de la succession. Elle découvrirait des irrégularités, peut-être même la propriété cachée que vous détenez par l'intermédiaire d'un tiers. Vous craignez d'être démasqué, non pas comme un gentleman à la retraite, mais comme un chimiste et un détourneur de fonds en disgrâce. Le masque de Ravenhill glissa, juste pour un instant. « Mais pourquoi ne pas tuer Eugénia directement ?» demanda Hastings. « Cela n'aurait-il pas été plus facile ?» Poirot répondit doucement. « Non, mon ami, Eugénia était vieille, difficile et méfiante. Clara, en revanche, confiante, émotive et isolée. Une cible plus facile. » Il fit face à la pièce. Le meurtrier avait l'intention de supprimer le nouvel héritier, en laissant l'ancien testament en place. Francis hériterait, et les intérêts financiers de Ravenhill resteraient en sécurité. Francis avait l'air abasourdi. « Je ne savais pas, bon Dieu, je ne savais pas. » Poirot leva la main. « Je ne crois pas que vous ayez été impliqué, monsieur. Vous étiez un pion, involontaire, mais utile. » Il s'avança d'une voix basse et définitive. L'assassin n'a commis qu'une seule erreur. Il pensait comprendre les habitudes de la maison. Mais il ne savait pas que Madame Merival prenait son café noir. Ce détail, mes amis, a tout révélé. Il y eut à nouveau le silence. Et puis Poirot a ajouté « Elle est morte parce que la vérité a été inversée, tout comme les tasses. » Poirot se tenait de nouveau devant la cheminée, sa silhouette encadrée par la lueur du foyer. Dans sa main, il tenait une délicate tasse en porcelaine, l'un des services du petit déjeuner, maintenant nettoyé, mais pas hors de contrôle. « Voici, » dit-il en soulevant la coupe, comme s'il présentait des preuves dans une salle d'audience. « C'est la coupe avec laquelle Madame Merival n'a pas à boire. » Clara se pencha en avant. « Mais je pensais, précisément, dit Poirot. Tout le monde pensait. C'est là tout son éclat. La femme de ménage a supposé que le service était correct. La famille a supposé que la défunte avait pris sa place habituelle. Et pourtant, le moindre détail, le plus innocent, trahissait l'illusion. Il brandit à nouveau une petite cuillère en argent, comme il l'avait fait au début de la réunion. Vous voyez, mes amis, la tasse empoisonnée contenait de la crème, un tourbillon riche et velouté, un luxe inoffensif pour la plupart. Mais Madame Merival était une puriste. Il se tourna vers Hastings. « Tu te souviens, mon ami ? Elle a pris son café noir, toujours. » J'ai hoché la tête. Elle a dit que la crème atténuait le goût. « Exactement, » dit Poirot. Elle l'avait dit à plusieurs reprises, à la femme de chambre, à la famille, même à Clara. Mais une personne, un étranger, ne l'aurait pas su. Ou, s'il le savait, il oubliait. Il fit une pause, laissant son regard se poser sur le capitaine Ravenhill. Une seule erreur, un filet de crème, cela et rien de plus a trahi le plan. Car quand on a changé la coupe fatale, Madame Merival a reculé au goût, mais elle a quand même bu, par habitude, par orgueil, et le poison a fait son œuvre. Il y eut un silence. Même Ravenhill n'a rien dit. Poirot posa la tasse avec précaution. Le tueur pensait pouvoir masquer son crime de manière routinière.
Mais dans le monde d'Hercule Poirot, rien n'est une routine. Poirot se tourna vers Miss Lydia Pratt, qui était devenue très pâle. « Mademoiselle, dit-il doucement, vous avez vécu avec un lourd fardeau, un fardeau qui, jusqu'à présent, vous croyez pouvoir vous condamner. » Lydia releva le menton. « Cela n'a rien à voir avec la mort d'Eugénia. »« En effet, dit Poirot, et c'est ce que je souhaite préciser, à vous et à toutes les personnes présentes. » Il s'approche, la voix calme et assurée. « Votre indiscrétion de jeunesse et le chantage qui a suivi étaient malheureux, mais sans rapport avec le crime. La lettre que vous avez brûlée était un souvenir douloureux, pas un indice. Vous étiez une victime, pas un coupable. » Francis avait l'air confus. « Mais alors pourquoi cette note anonyme ?» Poirot hocha la tête. Une erreur intelligente. Le tueur connaissait le passé de Miss Pratt, peut-être grâce à une conversation entendue ou à la découverte de documents. La note était destinée à attirer l'attention, à jeter les soupçons sur elle et à nous éloigner du véritable mobile. Les yeux de Lydia brillèrent, mais elle ne dit rien. Poirot poursuivit. « Je salue votre courage, mademoiselle, et je vous assure que vos secrets sont en sécurité, avec moi, et, je crois, avec ceux qui sont rassemblés ici. » Elle fit un petit signe de tête, et une larme glissa doucement sur sa joue. Poirot se tourna maintenant vers Francis Mérival, qui était devenu de plus en plus mal à l'aise à mesure que la soirée avançait. « Monsieur Mérival, commença-t-il, vous avez commis des erreurs, cela est clair. François ne l'a pas nié. J'étais jeune, j'étais stupide, et oui, j'ai perdu beaucoup d'argent en Inde. » Poirot leva le doigt. « Ah, mais ce n'est pas toute l'histoire. Vous voyez, ce ne sont pas seulement de mauvais investissements qui ont conduit à votre ruine. C'est une trahison. » François leva les yeux. « Qu'est-ce que tu dis ?»« Je dis, poursuivit Poirot, que le capitaine Ravenhill, connu alors sous un autre nom, n'était pas simplement votre partenaire, il était votre prédateur. Des halètements résonnèrent à travers la pièce. Vous lui avez fait confiance pour la gestion financière. Il a utilisé cette confiance pour canaliser de l'argent vers de faux comptes. Et lorsque l'entreprise s'est effondrée, il a veillé à ce que toi en apportais la responsabilité. » Ravenhill se moqua. « Vous n'avez aucune preuve ?»« Non, » répondit Poirot. « Mais j'ai un mobile. J'ai changé d'identité. J'ai les documents commerciaux falsifiés découverts par mon contact à Calcutta. Et j'ai votre formation en chimie. Oubliée de la plupart, mais pas de moi. » Les yeux de Ravenhill se plissèrent. « Vous bluffez. » Poirot tapota de nouveau la cheminée. « Mais je ne le fais pas bluffer, monsieur. J'observe, j'en déduis, et j'agis. » Il se tourna vers Francis. « Vous êtes revenu d'Inde déshonoré, mais silencieux. Vous n'avez jamais révélé la trahison de Ravenhill. Pourquoi ?» François secoua la tête. Cela aurait ruiné le nom de famille, et tante Eugénia. Elle aurait pu m'interrompre complètement. Poirot hocha la tête. « Alors tu as protégé ta réputation, et lui as protégé ses secrets, jusqu'à ce que l'héritage de Clara menace tout. » Ravenhill ne dit rien. Son silence était plus fort que n'importe quel déni. Poirot joignit les mains derrière le dos. « Vous, monsieur, n'étiez peut-être pas un héritier modèle, mais dans cette affaire, vous étiez pas le méchant. » Poirot se tourna vers le capitaine Ravenhill, qui se tenait debout, les bras croisés, et un léger sourire ironique au coin de ses lèvres. Mais derrière ce sourire, j'ai détecté autre chose. Une sensation d'oppression autour des yeux, une subtile rigidité dans les épaules. La façade calme commençait à se fissurer. « Il est temps, monsieur, » dit doucement Poirot, « d'enlever le masque. » Ravenhill haussa un sourcil. « Je ne suis pas. »« Oh, mais tu le fais, » répondit Poirot avec une lueur dans les yeux. « Vous suivez très bien, car vous n'êtes pas le capitaine Ravenhill, ni un soldat,
ni un homme d'honneur. Vous êtes Aldous Hartridge, autrefois du Calcutta Pharmaceutical Exchange. Déshonoré, discrédité et disparu. La mâchoire de Ravenhill se serra, mais il resta silencieux. Continua Poirot, son ton étant désormais chargé d'une précision théâtrale. Vous avez fui l'Inde dans un nuage, après qu'il a été découvert que vous aviez falsifié des dossiers chimiques dans une affaire impliquant de la quinine contaminée. 2 patients sont morts. Vous n'avez jamais été officiellement inculpé, grâce, sans doute, à des pots de vin opportuns et à votre départ brusque. La salle retint son souffle. Vous avez refait surface des années plus tard, en Afrique, sous un autre nom. Une cargaison de morphine a disparu d'un poste colonial éloigné. Encore une fois, vous avez disparu avec. Et maintenant, vous voilà, sous encore un autre nom, refaire surface dans une paisible maison anglaise, au moment précis où un Nouveau Testament menace de tout dévoiler. Ravenhill parla enfin à voix basse. « Vous vous êtes donné beaucoup de mal, monsieur Poirot. »« Mais bien sûr, » cria Poirot en écartant les bras. « Pour un chimiste, c'est une espèce rare d'assassin, précis, calculateur, mais arrogant. Vous croyez que votre passé était enterré, mais hélas, monsieur, comme la crème dans le café, il rose. » Ravenhill se dirigea lentement vers la porte. Mais Poirot leva le doigt. « Ne soyez pas stupide, le gendarme local est juste à l'extérieur. »« Je n'ai jamais eu l'intention de la tuer, » marmonna Ravenhill. Poirot pencha la tête. « Non, monsieur, c'était votre deuxième erreur. Le d'abord, je pensais que je ne te trouverais pas. » Les yeux de Ravenhill, autrefois froids et calculateurs, avaient commencé à clignoter. Pas avec peur, non, il était trop calme pour cela, mais avec la certitude inquiète que le jeu était terminé. « Vous voyez » continua Poirot, se tournant maintenant vers les autres. Le plan de Ravenhill était élégant dans sa conception, mais imparfait dans un détail essentiel. Il marchait lentement, les mains jointes derrière le dos. Il savait que l'héritage de Clara Merival révélerait sa participation financière cachée dans la succession. Il craignait d'être découvert, exposé, scandale, et il a donc décidé d'éliminer la menace, discrètement. Poirot fit signe à Clara. « Vous, mademoiselle, étiez sa cible, vous qui aviez la confiance de madame Merival et la détermination de démêler cet héritage enchevêtré. » Clara resta figée, le visage pâle. Il a préparé le poison avec les compétences d'un chimiste, du chloral hydraté pour calmer, de la digitaline pour imiter une insuffisance cardiaque, et il l'a placé dans la tasse qu'il pensait vous être servie. « Mais quelque chose s'est mal passé, dis-je, n'est-ce pas ?»« Oui, mon ami, » répondit Poirot. « Un simple acte de gentillesse. La servante, peu familière avec le plan précis de Ravenhill, a servi les tasses dans l'ordre inverse. Madame Merival, par habitude, a pris la première tasse, destinée à Clara. » Les yeux de Poirot brillèrent. Le tueur avait tout calculé sauf le élément humain. C'est toujours la chute du meurtrier à l'esprit scientifique, l'imprévisibilité des autres. Il se tourna vers Ravenhill. « Vous avez paniqué, n'est-ce pas, quand la mauvaise femme est tombée malade. Mais les symptômes correspondaient parfaitement à son âge. Personne ne l'a remis en question, sauf Clara. » Ravenhill ne répondit pas, mais son silence était une réponse suffisante. Poirot adoucit sa voix. « Mais la culpabilité, monsieur, ça accroche. Alors, vous avez cherché à enlever les preuves, la tasse empoisonnée. Vous l'avez glissée dans la confusion. Mais j'ai trouvé la tache, la crème, la tasse qui n'aurait pas dû être touchée par madame Merival. » Poirot se redressa. « Et ainsi votre château de cartes s'est effondré. Personne n'a parlé. Le poids de la révélation s'est écrasé comme un nuage d'orage. »
Poirot hocha la tête une dernière fois. Vous aviez planifié un meurtre parfait, mais il a été défait par une cuillerée de crème et la vanité d'Hercule Poirot. La pièce resta figée dans un silence, haletant, après les derniers mots de Poirot. La mâchoire de Ravenhill était serrée, les cordes de son cou tendues. Ses yeux se tournèrent d'une fois vers les portes-fenêtres ouvertes menant à la véranda, puis vers Poirot. Poirot l'a vu, bien sûr. « Je ne le conseillerais pas, monsieur, » dit-il doucement, non sans une touche d'anticipation dans son ton. Mais Ravenhill avait pris sa décision. Dans un brusque mouvement, il se précipita à travers la pièce, renversant une table d'appoint, et se précipita à travers les portes de la serre au-delà. Des cris s'élevaient derrière lui. Lydia haleta, Clara a crié, Francis a crié « Arrêtez-le !» Poirot, toujours lent dans la plupart des mouvements, m'a surpris. Avec une rapidité surprenante, il écarta le tapis devant l'âtre, révélant un cordon de cloche intégré au sol. « Ah, mon ami, toujours utile de savoir par où entre le jardinier, n'est-ce pas ?» marmonna-t-il et tira dessus. Dehors, le bruit de pas précipités résonnait sur les allées de gravier du jardin, du domaine. J'ai suivi au sprint complet, mes instincts militaires s'étant mis en branle, le cœur battant, alors que je poursuivais la silhouette de Ravenhill se faufilant à travers la haute structure vitrée. La verdure luxuriante de la véranda en faisait un labyrinthe de feuillages et d'ombres, la lumière sombre projetant des formes étranges sur le sol carrelé. « Ravenhill !» j'ai crié. « Il n'y a nulle part où fuir. » Il m'a ignoré et s'est dirigé vers une porte latérale près de la maison des orchidées. Mais juste au moment où sa main atteignait le loquet, deux agents en uniforme sortirent de l'ombre. « Fin de la route, monsieur, » dit l'un d'eux. Ravenhill s'arrêta, les épaules soulevées. « Bon sang, » dit-il, non pas aux officiers, mais à Poirot. Lorsque nous sommes retournés au salon, Ravenhill était menotté, le masque de civilité disparu. Poirot lui fit simplement un signe de tête courtois. « Ne vous inquiétez pas, » dit Poirot. « La prison ne mettra pas à l'épreuve vos compétences en chimie, même si je ne recommande pas d'expérimenter le thé. » Plus tard dans la soirée, une fois les formalités terminées et Ravenhill emmené, Clara s'assit sur le bord d'un canapé du salon, les yeux flous, les mains serrées autour d'un mouchoir. Je me tenais à proximité, ne sachant pas si je devais parler. Mais Poirot s'approcha d'elle avec une douceur que j'avais rarement vue chez lui. « Vous souffrez, mademoiselle, » dit-il doucement. « C'est compréhensible. » Elle eut un sourire amer. Il faisait semblant de s'en soucier. Toutes ces promenades dans le jardin, tous ces discours sur la beauté et la vérité, tout cela n'était qu'un mensonge. Poirot hocha la tête. « Oui, mais le mensonge ne dit rien de votre caractère, seulement du sien. »« Je lui ai fait confiance, » dit-elle. « Il a dit qu'il admirait ma force, qu'il croyait en mes projets. Il les craignait, » corrigea Poirot. « Il craignait toi. » Une pause suivit. Puis, à notre grande surprise, Francis s'est avancé. Il avait l'air instable, maladroit même, mais sincère. « Je te dois des excuses, Clara, » dit-il. « J'ai été égoïste, dédaigneux. Vous avez vu des choses chez tante Eugénia que je n'ai jamais voulu regarder. Je me suis moqué de vos idées, mais peut-être avais-je juste peur d'être laissé pour compte. » Clara le regarda, stupéfaite. « En fait, tu t'excuses ?» Il eut un petit rire triste. « Ne t'évanouis pas. » Poirot sourit faiblement. « Ah, la réconciliation, c'est le triomphe tranquille de la tragédie, non ?» Clara ne dit rien de plus, mais elle fit un petit signe de tête. Que ce soit par pardon, ou simplement par fatigue, je ne saurais le dire. Dehors, la pluie avait commencé à tomber.
douce et rythmée. À l'intérieur, le silence n'était plus tendu. Et Poirot, toujours l'observateur, leva les yeux et murmura. « Maintenant, nous attendons une réponse finale. » Je me tournai vers lui. Que pourrait-il rester de plus? Il n'a pas répondu. Il se tapota simplement le côté de la tête et murmura. « Même dans la mort, mon ami. » Madame Merival nous a peut-être laissé un indice supplémentaire. C'est plus tard, dans le calme après la tempête, que j'ai finalement coincé Poirot dans le salon de l'hôtel, où il alignait méticuleusement les morceaux de sucre dans une rangée parfaite. Il avait bien sûr commandé une tisane, pour la digestion et la clarté, dit-il, et ne semblait absolument pas perturbé par les événements de la soirée. « Je ne comprends toujours pas comment tu l'as su, » dis-je en m'asseyant en face de lui. « Ah, mon ami, » répondit-il, sans lever les yeux. « Il y a toujours un moment précis, où le criminel se révèle, pour peu que vous écoutiez suffisamment attentivement. » Il se tourna alors vers moi, les yeux perçants et alertes. « Vous souvenez-vous du premier matin où nous avons visité Merival House, quand j'ai examiné la table du petit déjeuner? Oui, et tu as fait une remarque énigmatique à propos d'une tâche qui n'avait pas sa place. Juste comme ça, dit-il. Les soucoupes avaient été essuyées, mais l'une d'entre elles présentait un léger anneau, un résidu de crème. Et Madame Merival, comme nous le savons tous les deux, n'a jamais pris de crème. Jamais. C'était son habitude, sa fierté. C'était le premier indice. Il s'arrêta pour faire effet. Mais c'est la propre bouche de Ravenhill qui l'a trahi. Qu'a-t-il dit? Il a parlé du amertume de son café, un café, Hastings, mais à cette époque, personne n'avait mentionné comment elle l'avait pris. Il n'aurait pas pu le savoir s'il ne l'avait pas servi ou préparé, et il avait prétendu ne pas se trouver à proximité de la salle du petit déjeuner. J'ai cligné des yeux. Ce n'était donc pas une piste scientifique, c'était une piste psychologique. Mais bien sûr, dit Poirot avec un sourire, l'esprit humain laisse des empreintes digitales, mon ami. Non pas de graisse, mais de culpabilité. Ravenhill avait tout orchestré, mais il n'a pas pu résister à l'envie de se montrer. Il se croyait intelligent, supérieur. Il se pencha en arrière. Mais il a oublié, Hastings. Il a oublié que les habitudes du cœur, les particularités de la personnalité, sont le fil d'Ariane de la vérité. Je restai assis un moment en silence, regardant Poirot prendre une délicate gorgée de sa tisane, la vapeur s'enroulant autour de sa moustache comme un doux halo. « Je le répète, murmurai-je, je ne sais pas comment tu fais. » Poirot haussa modestement les épaules, même si ses yeux brillaient de satisfaction. « Vous me flattez, Hastings, mais en réalité, la solution, elle a toujours été là. Tu le savais à cause d'une tache de café? »« Non, 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 dit-il en remuant le doigt. La tache, ce n'était qu'un murmure. L'aveu venait de l'esprit, de l'arrogance d'un homme qui se croyait au-dessus de tout soupçon. J'ai ri doucement. Tu es une merveille, Poirot. Il sourit. Je le suis, comme tu dis, particulier. J'étudie la psychologie du comportement, les contradictions subtiles. C'est Hastings, ce qui raconte l'histoire. Non pas les empreintes de paix, ni les empreintes digitales, mais les empreintes mentales. Les empreintes mentales. Oui, mon ami. Les traces laissées par la culpabilité, la peur, l'orgueil, par le moi intérieur, ils sont toujours présents. Il suffit des yeux pour voir, et des petites cellules grises pour comprendre. Le lendemain matin, alors que nous nous préparions à prendre congé de l'Hôtel des Roses, Poirot demanda une dernière visite à la maison Merival. « Je soupçonne, dit-il, que Madame Merival, même dans la mort, destinée à avoir le dernier mot. »
Nous avons été conduits à nouveau dans la salle du petit déjeuner. Poirot se dirigea avec détermination vers la boîte à thé antique. Une boîte en bois décorative posée, sans prétention, sur le buffet. Il l'ouvrit, examina l'intérieur, puis tapota doucement sa base. « Un faux fond », murmura-t-il, élégant, discret, tout comme la dame elle-même. Il sortit une petite lame et, avec précaution, desserra le panneau. Un document plié émergea de l'espace creux. Clara s'avança, le souffle coupé. « Est-ce que c'est… » Poirot hocha la tête. « Le testament manquant. » Il le lui tendit et fit signe à Hastings de le lire à haute voix. « Pour léguer l'intégralité de la succession au sein, Barnabas Orphanage Trust, ai-je lu, avec mademoiselle Clara Merival, nommée fiduciaire et exécuteur testamentaire à vie. » Il y eut un long silence. Clara se couvrit la bouche. Elle ne me l'a jamais dit. Elle soupçonnait que quelqu'un pourrait essayer d'intervenir, dit doucement Poirot, et elle a pris des précautions, astucieusement cachées, pas dans un coffre-fort ou dans un tiroir, mais dans un endroit où personne ne chercherait la richesse, parmi les feuilles de thé. Francis poussa un léger sifflement. Elle nous a tous déjoués. Poirot s'inclina légèrement. En effet, il semble que Madame Merival ait préparé plus que du café fort. Je me tournai vers lui. Alors, tout était prévu? Peut-être pas la tragédie, répondit Poirot, mais la justice? Ah, ça, oui. Alors que le soleil du matin projetait sa lumière dorée sur les couloirs, désormais calmes de la maison Merival, Poirot lissa les manches de son costume impeccable et jeta un dernier coup d'œil au testament scellé qui reposait en toute sécurité entre les mains de Clara. « La justice, murmura-t-il, se prépare souvent comme le café, mon ami. Elle commence amèrement, mais avec le temps et la vérité, elle révèle une force à laquelle on ne s'attend pas. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Tu veux dire tout ça parce que quelqu'un a oublié comment Eugénia prenait son café? » Poirot haussa un sourcil. Exactement, un seul détail, négligé par beaucoup. Mais pour un œil averti, aux petites cellules grises, c'était une confession en porcelaine, et c'était là l'essence de son génie. Pas de grands gestes ni de confrontation dramatique, mais de la précision, psychologie, l'art subtil d'écouter quand les autres parlent trop, et de remarquer la crème là où il ne devrait pas y en avoir. J'ajustais mon chapeau et me tournai vers lui. « Rappelle-moi de ne jamais te laisser préparer mon thé, Poirot. Tu pourrais aussi me résoudre. Que faire, toi ?» Je pense que c'était l'indice le plus révélateur qui a révélé Ravenhill. Était-ce le café empoisonné, sa connaissance des habitudes d'Eugénia, ou autre chose? Faites-nous part de votre théorie dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié ce mystère classique d'Hercule Poirot, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous aide à vous proposer des romans policiers encore plus passionnants, conçus dans l'esprit intemporel d'Agatha Christie. Et bien sûr, d'autres cas attendent très bientôt les petites cellules grises.